Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de jeux vidéo, de cinéma, de littérature, de musique, de manga et d'animé. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça. On va parler de Ken le Survivant. Vous êtes devant dans La Légende et vous ne le savez pas. Si, vous le savez en fait. Et pour cette émission spéciale, ça va envoyer du très très lourd. Et j'ai avec moi des invités qui envoient du très lourd. Paul, bonjour. Bonjour, alors, enchanté. Enchanté, bienvenue sur le plateau. Tu prépares un livre sur Hokuto no Ken pour Sœur d'édition, mais à côté de ça, tu fais plein de choses. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ? Je suis chroniqueur ciné, manga pour deux sites. Un qui s'appelle Darkside Review et que d'ailleurs je salue toute l'équipe, Jericho, Eric et compagnie. Et un autre site qui s'appelle Mag où j'écris plus sur l'anime. Et là, pareil, bonjour à Brice, Johan et tout le reste de l'équipe. Et ton livre sur Hokuto no Ken paraîtra chez Sœur d'édition. Il paraîtra chez Sœur d'édition courant 2023. Ok. Voilà. Donc pour fêter les 40 ans ? Exactement. Voilà. À côté de toi, nous avons Guillaume. Bienvenue, Guillaume. Alors toi, tu es créateur de contenu. Tu as une chaîne dédiée à Hokuto no Ken. Tu peux... ma chaîne YouTube, elle s'appelle Hokuto no Run. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté dessus, mais ça va revenir bientôt. Plein de projets en cours. Et je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Annie Grenoble, où on fait pas mal de choses, dont une convention qui va arriver fin septembre, qui s'appelle le Japan Alp Festival. Et voilà. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. On fait énormément d'événements autour de tout ce qui est animation japonaise. On fait des présentations dans les cinémas. On organise des choses pour les étudiants sur le campus. Donc, c'est plutôt cool. Très cool. Bravo à vous. Et à côté de vous, messieurs, nous avons Valentin, un habitué de la maison. C'est ça, tu ne le sais pas encore, mais tu m'inviteras encore. Je le sais déjà. Je le sais déjà. Donc, Valentin, journaliste, spécialiste animation japonaise et manga, entre autres. Tu as d'autres cordes à ton arc, mais c'est vrai que t'es fer de lance, on va dire. Ton cœur bat pour ça. Complètement, ouais. Journaliste pour l'internaute, entre autres. Bienvenue, tu es chez toi. Tu le sais complètement, déjà. merci de m'inviter. T'as les clés, voilà. C'est ça, je m'installe, j'ai le lit dans le coin. Exactement. Bon, un duvet, ça ira. Alors, messieurs, aujourd'hui, on a une tâche incroyable, puisque pour la première fois, on va évoquer Ken le Survivant, comme on l'appelle dans notre contrée. On va le voir, il y a énormément de choses à dire. Je vous propose qu'on commence, comme toujours, par le début, par le duo, peut-être même le trio, à l'origine de Hokuto no Ken. Alors, évidemment, on va parler de Tetsuro Hara et de Bronson, mais également, je pense, de quelqu'un d'autre. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on fasse le parcours respectif de ces deux, officiellement en tout cas, à l'origine de Ken le Survivant, qui se lance dans le combat. Je vais me lancer comme ça. Ils ont deux parcours complètement différents, parce que d'un côté, on a Hara qui a un parcours classique, et Bronson qui a un parcours complètement atypique. Donc sur Hara, on a un jeune qui, très jeune, sait qu'il veut devenir mangaka, il dessine tout le temps, il est fan de Fujio, de manga comique à l'époque, et il le déclare, il dit c'est dès l'école primaire que je savais que je voulais devenir mangaka, et donc à 18 ans... Il dessine, il dessine, ouais. D'ailleurs, très bien, il dessine très très bien, et à 18 ans, il postule à une offre du Shonen Jump pour être assistant d'un grand monsieur qui publie à l'époque Cobra, donc Buichi Terazawa, offre que Buichi n'avait pas postée lui-même, c'est son éditeur et homme très important sur lequel on va s'attarder qui avait posté cette offre, et donc il arrive, il devient assistant, il n'a pas encore fini toutes ses études. Il devient assistant de Terazawa. Manque de peau, il est à la fin du manga. Donc c'est un assistanat qui dure pas longtemps. Il fait 1 an, c'est ça ? Non, il fait quelques mois, il fait même pas quelques mois, il fait quelques semaines. Il fait quelques semaines et le manga finit. Et donc là, Nobuhiro Orie, son éditeur, lui dit tu vas travailler
pendant 1 an. Le deal, c'était 1 an, qui finalement dureront 18 mois, avec Yoshiro Takahashi, un mangaka qui connaît le succès à ce moment-là, mais qui est pas du tout... le succès avec quel titre? Avec un titre absolument pas connu en France. C'est le premier manga qui met en personnage principal un animal, et là, c'est un petit chiot. Donc, tu vois, aujourd'hui, on peut vous dire Chi, le petit chat, c'était le premier qui a lancé tout ça il y a longtemps. C'était cet auteur. Et donc, quand tu viens et que tu postules pour être assistant sur Cobra et qu'on te dit « Ouais, ok, pas de problème, tu signes un contrat » et puis quelques semaines après, tu te retrouves à travailler avec un manga de petits chiots et des petits animaux et tout, tu dis « Wow, what the fuck ?» Tu vois, on m'a un peu menti. Mais finalement, c'est une super expérience pour lui parce que même s'il n'est pas fan de l'histoire en soi, il apprend tout. C'est un auteur qui fait faire un peu tout à ses assistants et pas... parce qu'il y a des auteurs qui disent toi, tu t'occuperas que des trames, toi, tu t'occuperas que de faire l'ancrage, toi, tu t'occuperas que d'aller photocopier le texte pour coller le texte, les syllabaires dans les bulles. Donc voilà, là, il apprend tout. Donc finalement, bonne école. Et au bout d'1 an et demi, il peut tenter ses premiers one-shots et sa première série qui fera un gros flop. Un sacré gros flop, oui. Oui, alors c'est vrai que Hara était un dessinateur hors pair, il l'est toujours d'ailleurs, mais il a un peu le parcours du shonen où il a besoin de se battre, de se perfectionner, et il est allé dans une école de Gekiga. Gekiga, on rappelle ce que c'est un style adulte, c'est manga adulte, et c'est l'école de Gekiga de Kazuo Koike, celui qui est derrière Lone Wolf and Cub, Baby Cart, et donc il se retrouve à l'école là-bas c'est un peu la salle de l'esprit et du temps de DBZ, quoi. Il sort de là, il est super fort, et malgré son dessin, il dessine, c'est magnifique, mais l'histoire, elle est pas là. Et on peut faire la petite transition avec notre cher Buronson. Donc, Yoshiyuki Okamura, c'est son vrai nom. Fan de cinéma. Fin 60, en 68, il regarde un film qui s'appelle Adieu l'ami. Et il y a un acteur assez connu qui s'appelle Charles Bronson. Et en japonais, on dit pas Bronson, on dit Buronson. Donc voilà, ancien militaire. Il est né... Ça colle bien avec Charles Bronson en plus. Il y a aussi ça. Il y a un truc qui fait que Charles Bronson, c'est un acteur qui va être connu après pour toute une série de films qu'on appelle... il a lancé un genre qui s'appelle Vigilante, quoi, avec le justicier dans la ville, le justicier à New York, etc. Donc ça colle bien aussi avec le personnage, quoi. Exactement. Mécanicien radar, c'est quand même le truc improbable, quoi. Ouais, c'est vrai. Buronson, du coup, ancien militaire qui va devenir scénariste. Alors, il a un autre pseudo, parce qu'il en a pas qu'un, d'ailleurs, qui s'appelle Sho Fumimura. Mimura, excusez-moi, j'ai du mal parfois. Il t'a piégé. Il m'a surpris, il savait que j'allais me planter là-dessus. Et du coup, ancien militaire, il veut devenir scénariste, et il a travaillé avec plein de dessinateurs qu'on connaît pas tous en France, mais il y en a deux. Il y a 2 noms qui vont revenir. Vous en avez parlé la dernière fois dans l'émission Berserk, donc Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, et qui si je ne me trompe, qui fait partie de l'école de Hara, dans le sens où... Très influencé par il est super fan de voilà, bien sûr, mais de toute façon, on va en parler dans les influences. Bien sûr. C'est immense qu'a laissé Hokuto no Ken derrière lui. Ses enfants... Non, tu as raison, on en parlera après. Sont incroyables, on peut développer là-dessus longtemps. Mais du coup, il travaille donc avec Kentaro Miura sur Oroden et Japan, qui sont tous sortis chez Glénat, il me semble. Et surtout, il y a un autre auteur qu'on connaît, qui s'appelle Roichi Ikegami, qui fait aussi partie de l'école avec Tetsuo Hara, l'école de Koike. Et ce mec-là, on le connaît parce qu'il a fait Sanctuary, Hit, mais aussi Crying Freeman. Du coup, il travaille avec lui et c'est un scénariste jusqu'à ce que Horie arrive. Alors, c'est la troisième personne, c'est le lien, c'est le Tanto, alors, comment on peut dire, c'est le manager de Tetsuo Hara. Il voit que son poulain, il sait super bien dessiner, mais en histoire, c'est pas ça. Et là, tac, Buronson. Ils font le lien entre les deux et ça va donner une série. Un duo magnifique. Ouais, mais de légende. Aurier, pour resituer, donc était rédacteur en chef à l'époque du Jump et il avait pas le temps
de tout scénariser. Il donnait les idées de pitch au départ sur les premiers. L'histoire qui n'a pas marché de Tetsuo Hara, c'était Horie qui lui avait suggéré en disant le motocross, ça semble être à la mode, fais un truc. Bon, manque de peau, c'était une mode très éphémère, donc ça n'a pas marché. Mais c'est lui qui, après, en passant pas loin du quartier chinois, avait pris un bouquin sur l'acupuncture, sachant que Hara était fan de Bruce Lee et d'arts martiaux. Il dit fais un truc, un manga d'arts martiaux avec de l'acupuncture et des corps qui explosent. Voilà, le pitch initial, c'est lui qui vient avec. Ouais. Après, il faut savoir aussi que Hara, il s'est pris une claque dans la tête avec Mad Max 2, et même avec le Japon entier, s'est pris une énorme baffe avec Mad Max 2, qui a eu une influence incroyable. Le premier one-shot qui a permis à Hokuto no Ken d'exister était dans un Japon contemporain. On n'avait pas encore l'influence de Mad Max. C'est Buronson qui décale le... Sauf qu'on a pas mal de post-apo dans la carrière de Hara juste avant. Il commence avec Mad Fighters, qui est un peu le prototype en 1980, qui est un peu le prototype de Hokuto no Ken finalement. Et puis après, il fait Crash Heroes, qui est le prototype de sa première série qui sera The Iron Don Quichotte, donc ce truc de moto qui est une espèce d'une course type rollerball dans le futur qui est complètement aussi post-apo. Donc il y avait déjà du post-apo chez Hara. D'ailleurs, on dit que c'est vrai que Nobuhiro Horie pressentait à tort une vague de motos. En fait, il n'avait pas tort parce que quelques années après, on aura Akira, on aura Venus Wars. Donc il avait vu juste sur les motos. Mais donc le post-apo, on a Buronson qui nous dit que c'est lui qui l'amène, après avoir vu Mad Max 2, mais on a quand même aussi Horie qui est là, et qui dit à Hara, va voir ce film. Parce que c'est Horie qui lui intime l'ordre d'aller voir Mad Max 2, et on a quand même Hara qui trempe dans le post-apo depuis belle lurette, depuis au moins 2-3 ans. Et je suis content d'entendre ça, parce que souvent, justement, on enlève un petit peu le côté post-apo à Hara pour le remettre uniquement à Buronson, alors que la claque, elle a été globale sur Mad Max 2, et ça a été même auparavant. Puis même, il subit... Akira, c'est très récent quand il se met à faire Hokuto no Ken, mais il subit quand même, il le dit lui-même, il s'est pris une tarte pas possible avec Akira, et il s'en est pris avec les œuvres de Otomo avant Akira. Exactement, c'est un grand fan de Otomo à la base. Au niveau du réalisme, de la fluidité du mouvement, de la vitesse, de l'impact, tout ça, ça lui parle. Donc le post-apo chez Hara, il est quand même bien là. Et après, je vous propose qu'on passe tout de suite à la création de Ken. Donc, messieurs, la création de Ken, parce qu'on a un petit peu commencé à aborder le sujet avec la rencontre entre ces trois compères. Du coup, Buronson, Hara et le Tanto derrière, ça va donner immédiatement Ken. Il y a d'autres choses avant quand même qu'il faut savoir. Alors, il y a déjà un travail préalable de conceptualisation de Hokuto no Ken, même inconscient, qui se fait avec Horie et Hara, justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, cette série qui s'appelait The Iron Don Quichotte, où on a des personnages, des motards, mais très musculeux, très balèzes, et qui, le héros qui s'appelle Gen, qui est un brun ténébreux et musclé. Ken, un brun ténébreux et musclé, et son protagoniste, le méchant principal de la série, qui est un grand blond avec des cheveux longs et raides, et qui s'appelle Shuniji. On n'est pas loin de Ken et de Shin. Donc on a quand même ces prototypes qui arrivent déjà dans cette première série. Et après on a ce one-shot où on a Kenshiro qui apparaît, qui paraît en 2 épisodes d'à peu près une 50aine de pages chacun, si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe. Alors, ce one-shot, il est publié où ? Il est publié dans le Shonen Jump, dans le Weekly Shonen Jump. On est au début des années 80. On est en 83. On est en 83. Le Shonen Jump publie en même temps des œuvres comme Captain Tsubasa, Dragon Ball. Et on a quand même ça qui arrive, qui est violent. Que Hara commence à élaborer en même temps que sa série qui va The Iron Don Quichotte qui restera 10 semaines dans le Jump. C'est un flop total. Ouais. Mais il termine sa série. Il commence au 4e chapitre de la série. C'est ça. Il est qu'au 4e chapitre quand il commence déjà à élaborer. Donc il est sur 2 séries à la fois quand il commence. Je pense que Iron Don Quichotte, ils avaient déjà des mauvais retours. Ils sentaient la patate. Et puis de toute façon, lui, il était
On lui a soumis ce scénario, il a dit oui, mais il n'était pas non plus très enthousiasmé par le concept des motos. Ça lui parlait pas. Alors que, comme tu l'as dit, quand Aurier arrive avec le livre d'acupuncture et lui parle de Bruce Lee, là, il est dans son élément. C'est un grand fan de Bruce Lee. Il a été très marqué par sa mort, d'ailleurs. Hein. Et puis il a toujours dit, j'ai toujours senti, il le dit dans pas mal d'interviews, j'ai toujours senti que je devrais continuer son œuvre. Il se sentait un peu légataire de la tradition de BruceLee. Mais c'est ce qu'il va faire avec Hokuto no Ken de toute façon. Oui. D'ailleurs, pareil, si on parle d'héritage d'acteurs qui meurent malheureusement au firmament de leur art, il y a Yusaku Matsuda, qui est un des autres morceaux du puzzle de Kenshiro. Et c'est un acteur, alors, au Japon, hyper connu, qui serait l'équivalent d'un mix entre Colombo et Dirty Harry. Vraiment le mix entre les deux, parce qu'il est... Aokiji et un peu de Nestor Burma, si on veut remettre du Cocorico, quoi. Wow. Mais, tu vois, et donc tu as cet acteur qui cartonne, qui a inspiré tout le monde. Hein. C'est Spike Spiegel dans Cowboy Bebop, c'est Jigen dans Lupin the Third. Voilà. Donc c'est un acteur qui a tout explosé, et donc il a ce poids d'héritage qu'il essaye de mettre. Pas que, il cite aussi des séries de tokusatsu, donc des séries live japonaises de super-héros avec Kamen Rider Black, par exemple. Donc, alors, il faut bien se dire que Ken, même si c'est un mélange de toute cette pop culture, ça reste toujours unique, parce que ça prend des idées visuelles. C'est vrai qu'on fait le rapport avec Mad Max et Bruce Lee, mais tout ça ne constitue pas le fond de l'œuvre. Et le fond de l'œuvre, on peut en parler, un petit peu parler de l'histoire de Hokuto no Ken. On va en parler juste après. Ouais. Parce que là, déjà, vous citez beaucoup d'influences japonaises, mais les amis, l'influence de Bronson, quand même, elle est totalement américaine. Au niveau de la rencontre avec Bronson, voilà. Comme tu l'as dit, Aurier n'avait pas le temps de s'en occuper, qui est l'initiateur. Hein. Et Aurier, c'est lui qui a l'idée du manga. Mais Hara, c'est plus un dessinateur qu'un scénariste. C'est un jeune dessinateur. Il a 22 ans à l'époque. Il a 22 ans, il est tout jeune. Et puis en plus, il travaille, on n'a pas quand même dit, c'est qu'il a un gros problème de déformation à l'œil, il a un problème de cornée. Donc ça lui modifie son sens des perspectives. Et il est obligé même souvent de recommencer sur ses l'anatomie. dessins. Voilà. Et puis il est obligé de recommencer ses dessins de manière récurrente parce qu'il a ce problème il est presque aveugle d'un œil, en fait. Hein. Alors, je pose une question sur ça. Est-ce que, justement, ce handicap, on ne fait pas sa force ? Parce qu'au final... Moi, c'est ce que je pense. C'est que ça lui a donné ce goût de l'effort, du travail acharné. Parce que son dessin est vite reconnu comme un dessin de vraiment très, très, très haut niveau. Mais il va changer le shonen avec ça. On est d'accord. C'est fini les grands yeux à la Tezuka. Quand il arrive avec ses chara-design de Kenshiro et de Rao. On va le voir, l'influence que ça a eu. Comme tu l'as dit, ça va changer complètement. Après, pour parler de la rencontre elle-même, au début, il n'était pas très chaud, Hara, de bosser avec Bronson. Bronson, son dernier... Mais il avait connu le succès, il avait fait Doberman Deka en 75, qu'il avait scénarisé, mais c'était son dernier gros succès, et c'était en 75. Et en gros, Hara, il dit tu peux pas me mettre quelqu'un qui a un peu plus le vent en poupe, mais il est né en 47. Et plus du même âge aussi, parce que du coup, il y a un décalage. Il est né en 61, Bronson en 47, c'est pas la même génération. L'autre, c'est un militaire de carrière, enfin pas de carrière, mais il a passé son temps dans... C'est pas le même type de personnage. Hara, qui est quelqu'un de très doux, finalement, en fait. Contrairement à malgré ce qu'on pourrait croire. Il ressemble à un Yakuza, mais en fait, il est très doux, très timide. Super doux. Alors Bronson, lui, il rentre un peu plus dedans. Bronson, lui, il voit les dessins. L'histoire lui parle pas trop, mais il voit les dessins et il accroche les dessins. Et il le dit, si les dessins n'avaient pas été bons, j'aurais pas pris la commande. Et on a à côté Hara qui est pas très chaud pour que Bronson fasse partie de l'aventure au départ. D'ailleurs, et Bronson a dit plus tard, si je l'avais su, je l'aurais pas fait. Donc c'est pas une dream team qui se retrouve comme ça. C'est pas deux copains qui voilà. Mais d'ailleurs, ils se sont rencontrés une dizaine de fois maximum. Ah oui, parce que Aurier a limité complètement leur dizaine de fois pendant toute la. Ils se sont jamais vus. Et après jamais. Aurier a limité complètement leur. Il voulait pas qu'ils s'auto-influencent du tout, donc ils se voyaient pas. Alors comment ça se passait? Ils faisaient le passe-plat. Donc tu avais l'éditeur qui. Donc on est sur des
publication hebdomadaire. Donc il faut, ça c'est un travail de titan pour gérer ça. C'est monstrueux pour la production, parce que ça fait qu'il avait des timings où il fallait qu'il ait le scénario, le script, le storyboard, le Nemu que Booronson lui donnait à une date fixe. Des fois, parfois, il allait le chercher à minuit, il prenait le taxi à ce moment-là, il allait chez Hara, ils ont discuté. On précise, c'était avant Internet. Voilà. C'était avant Internet, et Salut c'était avant le Covid et tout. Donc il allait avec le truc, très probablement, et ça ils doivent le faire encore aujourd'hui malgré Internet, ils pouvaient se l'envoyer par fax, mais et donc il transportait ça chez Hara, ils ont discuté un peu. Hara s'appropriait le storyboard, surtout sur la représentation graphique, parce que quand Booronson donnait des indications en disant tu fais un méchant machin, c'est pas un méchant machin qu'il allait lui faire, il allait lui faire un monstre impressionnant, et donc il y a eu ce ping-pong qui tire l'œuvre par le haut, qui peut être source de conflit sur la paternité d'une idée ou d'un concept, mais au final Horie a été un chef d'orchestre C'est incroyable. exactement ça, ouais. Nobuhiro Horie, c'est un peu comme Torishima pour Akira Toriyama. Mais en gentil. Moi, je l'aime bien, Torishima. Oui, il est un peu rentre dedans. Quand il disait qu'il avait lu Hokuto no Ken, il avait juste besoin de lire 2 chapitres pour tout comprendre de la série. Donc, génie. C'est un génie, exactement. C'est vrai que mais c'est fait partie des querelles d'ego qui ont poussé Horie à la démission. Donc, à un moment... et c'est vrai, en plus. C'est vrai. Et il l'a poussé dans ses retranchements, et c'est vraiment ce chef d'orchestre qui va donner cette œuvre qui est Hokuto no Ken. C'est ça, Hara en fera souvent mention dans ses interviews, en disant que Horie l'a puisé dans toutes ses limites mentales, psychologiques, artistiques, et que à la fin de la publication, il n'en pouvait plus du tout, quoi. Il l'avait épuisé. Alors, depuis tout à l'heure, on parle des gens derrière Ken le Survivant, de la création de Hokuto no Ken. Maintenant, qu'est-ce que ça raconte, en fait ? Parce que, au-delà de ce qu'on pourrait penser, au-delà des a priori qu'on peut avoir sur l'œuvre, c'est une œuvre qui est, pour moi, c'est de la dramaturgie pure. Il y a un vrai drame derrière, il y a quelque chose de très christique même dans certains sens. Il y a un vrai fond, au-delà de la forme qui peut paraître tout de suite violente, et puis on va en parler juste après, de l'animé qui a laissé des traces de multiples niveaux. De quoi parle Ken le Survivant ? On est, comme tu dis, dans la tragédie grecque des plus classiques possibles, parce qu'on a une histoire, un côté, une histoire d'amour, des fois en triangle et des fois en quinconce. On a plusieurs histoires de tragédie familiale, avec des conflits entre frères. On a des histoires d'expiation, de souffrance, et on a des histoires de vengeance aussi. On a une histoire de sauveur, de Messie qui apparaît pour régler tout ça. Donc je pense que si on enlève le trope post-apocalyptique, tu peux donner des noms grecs à tous les personnages, ça passe crème. Mais plus que le côté combat d'école d'arts martiaux, qui est très importante, cette idée d'affrontement, il y a aussi ce côté amour, en fait. Ce sont des gens, ils vivent dans un univers post-apocalyptique, ils regardent au loin, il y a que du désert. Ce sont des gens, ils peuvent pas faire autre chose à part la loi du plus fort. On se tape et on essaye de se faire comprendre comme ça, mais c'est des colosses qui sont toujours en recherche d'humanité et d'amour. Et c'est un petit peu la grande thématique de Hokuto no Ken, c'est comment on fait pour trouver quelqu'un qui va nous réchauffer le cœur. Et je pense que c'est Hokuto no Ken, un manga où il y a le plus de personnes hyper musclées qui lâchent des larmes. Presque toutes les 2 chapitres, il y en a un qui meurt, l'autre il pleure. On pleure pour son ennemi, on pleure pour son ami, ceux qui n'ont rien demandé. Et c'est cette grande thématique presque qui devient presque une mythologie, c'est-à-dire que même dans le lore de Hokuto no Ken, l'amour fait partie des techniques d'arts martiaux. Donc si on découvre l'amour, on peut atteindre le Muso Tensei, on peut atteindre plein de techniques d'arts martiaux impressionnantes. Donc c'est aussi ça le cœur de la série, la recherche d'amour dans un désert aride. Alors,
pour en revenir un peu plus au synopsis, parce que je pense qu'il y en a qui peut-être ne connaissent pas l'histoire, hein. Ça se passe dans un futur très lointain, puisque ça se passe dans les années 90. Et donc, on est peu de temps après une catastrophe nucléaire que les humains, par leur folie et leur goût du sang, ont provoqué. Hein. Et on a donc cette société qui est une société pratiquement retournée à la préhistoire, hein, avec des étendues complètement arides et puis des restes de villes, de buildings, des restes de grandes métropoles. C'est comme si on vivait tous dans le Nevada. Voilà, c'est à peu près ça, en plus cassé. Ouais. Voilà. Et on a donc commencé à organiser cette société. On a soit des gens des espèces de communautés qui essayent de vivre en autonomie malgré les menaces alentours, hein, un peu à l'image de la communauté qu'on a dans Mad Max 2, hein, qui est assiégée par Humungus. Et sinon, on a des roitelets sanguinaires, dictatoriaux qui gouvernent telle ou telle petite ville. D'ailleurs, les villes sont souvent appelées des... Loi de la jungle, d'ailleurs. Pardon ? Loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Il n'y a pas de loi, c'est un monde anarchique. Ce qui va être un peu moins le cas dans Hokuto no Ken 2, où on aura une société un peu plus hiérarchisée, organisée, mais tout aussi cruelle. On précisera ce qu'est Hokuto no Ken 2, puisqu'à un moment donné, l'animé, lui, s'arrête, le manga continue, et donc, etc. En gros, l'histoire d'Hokuto no Ken, c'est la rivalité, c'est Kenshiro, hein, le héros, qui est en recherche de Yuria, sa bien-aimée, qui a été enlevée au départ, je ne vais pas tout spoiler. Et en fait, on a une rivalité de deux grandes écoles, hein, qui en gros... au couteau de cuisine au couteau Shinken et le Nanto Seiken, qui ont chacun leur subdivision. Bon, là, au Hokuto no Ken, on n'a pas beaucoup, mais le Nanto, on a plus d'une centaine. Et donc, on a ce combat, hein, de Kenshiro qui va devoir affronter les 6 étoiles du Nanto, c'est-à-dire 6 personnes du Nanto, les 6 plus grands combattants du Nanto, pour faire simple, mais aussi la fratrie d'où il est issu, hein, parce qu'ils sont 4 frères du Hokuto, hein, et donc il va devoir affronter ou en tout cas avoir affaire et à régler les abcès familiaux, on va dire, régler les comptes. avec ses frères. Voilà, en gros, l'histoire de Hokuto no Ken, c'est ça. Moi, ça me donne envie, hein, entre dramaturgie, école d'arts martiaux et problèmes familiaux, ça ressemble à beaucoup de choses qu'on peut connaître. Hein. Alors, l'histoire, comme je disais tout à l'heure, tout ça, c'est évidemment, là, on a le fond, la forme, c'est assez violent. C'est quand même très... Il y a des bras cassés, il y a des gens qui explosent, il y a des têtes qui explosent, et assez rapidement. Il y a de l'esclavagisme, il y a c'est dur, hein. Et énormément de choses, tant sur les situations que même dans l'imagerie, dans le graphisme. Et, je le répète, on est dans le Shonen Jump. C'est ça, lu par des enfants à partir de 8 ans. Alors, c'est assez particulier, même si il est vrai que le Jump de l'époque n'est pas le Jump d'aujourd'hui, mais c'est quoi le retour critique à la sortie de Hokuto no Ken ? Donc au Japon, pour le manga, ouais. Au Japon, pour le manga, il y a eu quelques levées de boucliers. Pas aussi fortes que ce qu'on a connu en France, parce que les associations étaient moins puissantes à l'époque au Japon. Depuis, ça a changé, les associations sont beaucoup plus fortes maintenant. Et le Jump était une institution tellement grosse que le rapport de force était en sa faveur, et ça marchait, c'était plébiscité par les gamins. Tous les gamins adoraient. Mais oui, il y a eu quelques problèmes. Il y a eu pas mal de courriers envoyés à la rédaction. Il y a eu des parents qui ont été parlés à la télévision locale ou nationale pour dire oui, regardez ce qu'on montre à nos petites... pas têtes blondes, du coup, parce que c'est au Japon, mais à nos petites têtes brunes. Regardez, c'est pas normal qu'on leur montre des trucs... voilà, Dragon Ball, déjà, il y a du caca. Alors si à côté, vous mettez ça... On a fait... Alors c'est pas le premier, hein. Hokuto no Ken, c'est pas le premier où il y a eu des plaintes. Déjà, Go Nagai, à l'époque, le papa de Goldorak, mais surtout de Devilman, ça faisait déjà polémique, etc. D'ailleurs, c'est intéressant de parler de Go Nagai, puisqu'il a fait la suite de Devilman qui s'appelle Violence Jack, qui est un mec qui est dans un monde post-apocalyptique et qui tape des punks. Voilà. Tiens. Des punks à moto. Voilà. Ça me dit quelque chose. Ça ressemble. Mais au-delà des plaintes et de la stupeur que ça a pu provoquer... C'est un carton. C'est un carton énorme. C'est un carton quasi immédiat. Là où la série d'avant était un échec quasi immédiat, là on est sur le carton quasi immédiat. Donc déjà le double one-shot avait eu des retours vraiment suffisamment positifs pour qu'ils disent on va lancer en série. Et en fait, quand ils lancent la série, à ce moment-là...
Bon, le jump va très très bien, hein, donc ils ne sont pas à dire on annule une série au bout d'une semaine ou autre. Hein. C'était une époque un petit peu plus libre. Ils se disent, voilà, on sent le potentiel, on va la lancer pour 3 ans. Donc ils visaient un cycle de 3 ans et finalement qu'ils vont prolonger parce que la série va durer 5. De par son succès. Et ce qui explique aussi le 2 gros arcs narratifs. Parce qu'ils avaient préétabli des gros moments clés de l'histoire en se disant après on découpe les chapitres. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que en fait quand il présente les frères du Hokuto, Hara ne sait pas du tout qui va être derrière ses frères justement. Donc c'est pour ça que dans ces dessins il représente beaucoup ces personnages de l'ombre en ombrage. Donc on voyait pas d'image, on voyait juste des espèces de colosses. On s'est dit oula, il y a une c'est un menace perso qui plane. caché Mais en bloqué fait, dans les jeux de combat. Exactement. Et ils savaient pas qu'est-ce que ça allait donner. Et plus le succès avance, plus on peut pas abandonner le bébé. En fait, le Kenshiro, en japonais, je ne me trompe pas, je ne suis pas japonisant, mais ça veut dire le 4e fils du poing. Kenshiro. Donc on savait qu'il y avait une histoire de fratrie de 4 frères. Mais comme tout était... Il a posé les gros éléments, mais pas le détail. Comme tout était inventé au fur et à mesure, il ne savait pas. Il avait dit à Hara, tu les fais en silhouette, pour l'instant on ne sait pas, on va déjà introduire Jagi et puis le reste on verra. Mais c'est ça pour tout. Hein. À un moment il parle de Shu, il dit Shu qui est un personnage assez marquant de Hokuto no Ken. Au départ quand il écrit qu'il intervient dans la série, Buronson il dit je ne savais pas si ça allait être un gentil ou un méchant. Moi, on avait Shu puis on a fait avec. Quoi. Oui, après ça c'est quelque chose qui est assez fréquent dans... C'est le mode de prépublication qui veut ça. Exactement. Une semaine, tu n'as pas le recul, surtout qu'il a été, on le rappelle, il a été mandaté pour scénariser cette série. Donc il avait un début de pitch sur le concept et il a dû très rapidement, parce que comme les chapitres avaient bien marché, c'était est-ce que tu acceptes et c'était pas pour dans 3 ans. Tu vois, t'as pas, ça tombe bien, c'est une super transition parce qu'on peut parler maintenant des influences. Derrière Ken le Survivant, il y a des influences côté Hara, mais il y a les influences côté Buronson. Et tout à l'heure, vous avez évoqué des influences plutôt japonaises côté Hara, mais Buronson, c'est clairement un mec qui se nourrit au cinéma des années 80, de son époque, des blockbusters américains. C'est aussi le cinéma américain arrive en masse mondialement, y compris au Japon, où ça a été plus compliqué il fut un temps. Et puis là, on va retrouver tout un tas de personnages qu'on connaît, en fait. Alors, c'est une influence pour les blockbusters américains et la pop culture américaine en général, qu'ils partagent bien tous les deux. Hein. Ils partagent bien tous les deux. D'ailleurs, dans les Chara Design, on peut retrouver Ivan Drago, Apollo Creed. De toute façon, même Rao, il a des petits airs de Schwarzenegger, un petit peu. Ah, mais bien sûr. Et même Kenshiro, c'est un mélange il ressemble de plus en plus à Stallone. Mel Gibson et Bruce Lee. Au départ, dans le manga, il n'est pas habillé en bleu. Ah non. Pour Hara, c'est du cuir. Donc il est en noir. Elle a exactement le costume de Max Rokatansky dans Mad Max 2. Il est habillé pareil. Et après, j'ai l'impression qu'il vire un petit peu. On a carrément des planches. C'est des reproductions, par exemple, de Over the Top, du film Cobra, de Stallone. Quand il a avec ses lunettes de soleil, là, c'est exactement ça. Ouais. Et on a parlait de Mad Max aussi. Du Frank Frazetta. Bien sûr, évidemment. Ça, il suffit de taper, si vous regardez, taper Frank Frazetta Death Dealer. Et puis vous verrez Rao sur Kokuo avec son casque à cornes. C'est vrai, mais c'était plutôt pour les illustrations de début de chapitre qui s'inspiraient de justement Frank Frazetta. Et c'est rigolo parce qu'en fait, au début de Hokuto no Ken, on voit tout de suite les influences, Mad Max, Bruce Lee, l'évidence. Mais plus le trait avance, plus on va avoir justement Kenshiro, ça devient presque Stallone. Ah, complètement. Et son ennemi, on parlait de Dolph Lundgren, c'est le général du Gento Koken, c'est lui. T'as un combat, on reproduit le combat mythique de Rocky. Et d'ailleurs, IV. C'est marrant parce que Dolph Lundgren, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, il l'a découvert, il l'a posté. C'est super. Donc, plus le trait devient détaillé, plus on remarque ses acteurs. Et c'est super. Il y a au-delà des personnages sur les décors. Excuse-moi, juste même Mad Max 2, on en parlait, il y a des planches du manga. Ce sont des scènes de Mad Max 2. Dès le premier tome. C'est incroyable, quoi. Complètement. Après, il y a aussi le côté hommage et il y a aussi le côté gagner du temps. Encore une fois, on est sur une production hebdomadaire. On rappelle, on l'a déjà évoqué avec Inoue sur Slam Dunk. Il y a des moments, c'est des photos super célèbres. Jordan qui dunk. Je ne vais pas réinventer une position qui est vraie dans la vraie vie. Bon, là, c'est pas vrai dans la vraie vie, mais voilà. Donc il y a des inspirations. On gagne du temps, que ça soit de manière consciente ou pas.
c'est beaucoup plus rapide. Donc sur le travail de documentation qui a été fait, qu'est-ce qui nous fait du post-apo et machin, et ils ont des classeurs remplis de découpes de magazines, de photos ou autres pour s'inspirer. Et c'est normal. Et c'est très visible quand on a quelqu'un de talentueux qui arrive à avoir son trait et en même temps faire ressentir l'œuvre source ou d'inspiration, quoi. Après, très rapidement, au niveau des influences, il y a des influences qu'on ne cite pas trop. Il y a l'influence du cinéma chinois hors Bruce Lee. Je veux dire, on a tout le cinéma de la Shaw Brothers qui est convoqué. Les histoires de guerre d'école entre le Hokuto et le Nanto, c'est un retour au film de Chang Cheh ou de Liu Chialiang, où il y avait les Shaolin contre les ninjas, Shaolin contre Manti, et des choses comme ça. Et puis on a ce monde du Jianghu, du cinéma hongkongais, le monde des arts martiaux, qui est un monde imaginaire, dans lequel la société se structure autour des écoles d'arts martiaux, et où on ne s'étonne pas que quelqu'un puisse voler dans le ciel et tout ça. On est complètement là-dedans, dans Hokuto no Ken, c'est le Jianghu des arts martiaux. Ouais, je suis d'accord. On a changé les écoles. Mais en fait, c'est deux influences à des époques différentes. Exact, qui sont mixées pour moi. Et après, il y a une autre influence qui est complètement différente, influence en tout cas qui sert de toile de fond conceptuelle à l'œuvre, c'est la Bible. Oui, c'est la Bible. La Bible, on parlait tout à l'heure, le ouais. chemin christique. On la retrouve partout. Le Sauveur, Kenshiro, c'est une figure christique. On a Toki qui est au niveau du chara-design, c'est Jésus. Les cheveux longs, le bandeau qui remplace la couronne, la barbe, il soigne les malades en les touchant. On est devant Jésus. Et il y a aussi beaucoup de taoïsme. Alors au niveau des écoles, au niveau des écoles, on a les dieux, le taoïsme et il me semble un peu de shintoïsme aussi dans les influences. Mais voilà, on a tout ça. On a Shu qui meurt en faisant son chemin de croix sur la pyramide de Saozer. En portant une croix. En portant une croix. C'est rappelé tout le temps. Et donc, c'est pas du tout pour... dans une manière de prosélyte, c'est pas une manière prosélyte. Je pense que c'est Bronson qui amène ça, surtout. Il utilise ça pour donner un espèce de souffle très épique à sa saga. Et quoi de plus épique que la Bible, Donc il va prendre vraiment les références qui sont connues internationalement pour en faire vraiment un truc épique, et il va se puiser dans la Bible pour ça. Et d'ailleurs, même le thème de l'amour dont tu parlais tout à l'heure est relié à cette influence. Et c'est là où qui ne tend pas la joue pour en recevoir. Par contre, oui, ça, il ne tend pas la joue. Mais c'est là où il y a aussi un parallèle avec Berserk. On parlait tout à l'heure de Miura. Là aussi, Miura, il est ultra influencé par. On peut parler aussi, avant d'arriver à l'animé, parce qu'on va y arriver juste après, mais l'influence déjà rapide qu'a Hokuto no Ken sur des mangaka, quoi. C'est quelque chose qui prend très rapidement. Il y a des gens qui voient ça, et ils sont, après quelques années, tout de suite, ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire du Ken. Ça libère, parce que du coup, il y a ce mouvement Gekiga plus adulte qui arrive, parce que c'est pas le seul, on a aussi du coup City Hunter aussi poussé par Katsai, et puis on peut dire que les deux sont très amis. Ojo et Hara, c'était son voisin, donc c'est simple. Oui, bien sûr, le côté graphisme réaliste, Gekiga, on en parlait tout à l'heure. Histoire plus adulte. Oui, et même au niveau du design, on peut parler de Araki, avec Jojo Bizarre Adventure. Oui, si on part là-dessus, et bien sûr, Hiroko Araki avec sa série Jojo no Kimio Naboken, les premiers concepts de pouvoir avant les fameux stands, c'est le Hamon, qui est une technique qui permet de tuer à gros coups de poing et qui fait presque imploser des vampires cette fois-ci. On va dire les deux premières saisons de Jojo, de toute façon, c'est et d'ailleurs, c'est quasiment, il copie les cases de notre ami Hara. Et puis même le concept des stands, en fait, dans la partie 2 de Hokuto no Ken, t'as Kenshiro qui va se lever, il va avoir une espèce d'entité derrière lui qui rappelle forcément le stand. Je pense que Araki a un petit peu de toute façon, même au niveau du design des visages... Jonathan Joestar, c'est Kenshiro. Mais on parle encore d'œuvres qui étaient c'est assez vieux. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, on a d'autres auteurs qui on le remarque pas forcément au premier coup d'œil, mais Makoto Yukimura, le mec qui a fait Vinland Saga, récemment sur Twitter, il disait moi, mon manga préféré, c'était Hokuto no Ken. On le voit tout de suite, et la légende continue. Puis on peut aussi parler de Otokojuku, c'est Ken à l'école, pour faire grossièrement le parallèle. Et il y a plein d'influences. Même dans des séries qui ont encore le vent en poupe aujourd'hui, moi je pense à Baki. Par exemple, on a ces mecs super musclés qui utilisent des techniques phénoménales, mais surtout on a une histoire là qui est père-fils entre Baki et Yujiro, mais qui est pas calquée, mais très influencée par les relations ambiguës de Ken et de Rao.
Alors, je veux dire, on est complètement là-dedans. Toutes les séries de Tetsuya Saruwatari, c'est lui qui a fait TOS, Free Fight, c'est des mangas, il y a plus de 100 volumes, quoi. Et c'est pareil, c'est encore la confrontation d'un fils qui a une technique ancestrale contre son père. Oui, après on revient à Ken, mais on revient aussi à ce que tu parlais de la Show Brothers et de ce qu'on a connu. L'influence des arts martiaux, c'est énorme. Et d'ailleurs, on peut parler d'écoles dans Hokuto no Ken, le Nanto, qui est l'espèce de le yin et le yang des écoles d'arts martiaux dans l'univers de Hokuto no Ken. Ça se trouvait déjà dans des films d'arts martiaux. Le fait de pouvoir transpercer des personnes avec des coups, les points d'acupuncture, les points vitaux, tout ça, ça existait déjà avant. Alors messieurs, le temps file et on va aborder... je suis content qu'on ait fait une grosse partie déjà, sans parler de une dernière anecdote. Allez, une dernière après, on y va. Toute rapide, c'est aussi une période où, justement, de par son problème d'œil, il y a une grande consommation d'assistants. Et il y a plein d'assistants qui vont être formés et vouloir très vite aussi se lancer sur leur série. Un que je sais que tu apprécies particulièrement, Masanori Morita, qui était assistant de Hara. Toute la scène à la fin, justement la grosse scène du combat final Rao Kenshiro, c'est lui qui l'a fait. D'accord. Voilà. Très bonne anecdote. Je valide. Et maintenant, on passe à l'animé. Oui, il faut qu'on parle de l'adaptation animée. C'est obligatoire, tout simplement déjà parce que en France, on a connu, et messieurs, vous comme moi, on est d'un certain âge, on a connu Ken le Survivant par l'animé avant toute chose, bien avant le manga. On a une spécificité française qu'on va évoquer juste après, mais déjà l'animé, il arrive combien de temps après le manga ? 1 an. Après le premier chapitre de Hokuto no Ken, on a le 11 octobre 1984 le premier épisode de Hokuto no Ken. Et c'est pas n'importe qui derrière, il y a une équipe de folie. On a la Toei Animation qui sort d'une série qui s'appelait Albator et qui avait pas trop marché. Et là, ce qu'ils veulent, ça, c'est de l'adaptation de Neketsu. Donc on est dans une période où t'as comment ça s'appelle, des séries comme Captain Tsubasa qui était en même temps dans le Jump aussi. Exactement, mais qui n'est pas fait par Toei Animation. Non. Donc Toei arrive et ils vont adapter, un gros challenge, comment adapter Hokuto no Ken à la télévision en série télé. Et ce qui pète tout de suite dans la série, c'est le visuel. Tout de suite, on a un mec incroyable derrière, directeur d'animation de la série, Masami Suda, qui nous a quittés l'année dernière, malheureusement, et qui a un parcours incroyable. C'est une série où il y a vraiment beaucoup d'artistes qui vont évoluer tout le long. Alors, le manga, c'est 27 volumes. Et la première partie de Hokuto no Ken, c'est 109 épisodes qui adaptent le 15-16 volumes du manga. Et ensuite, on a Hokuto no Ken 2 qui va développer les 8 prochains volumes et il n'y aura jamais les 3 derniers volumes de la série adaptés. Pourquoi ? C'est simple, parce que une série télé, c'est avant tout un outil promotionnel pour vendre le manga. Et le manga, c'est sorti de 83 à 88, si je ne me trompe pas. Et l'animé, c'est sorti de 84 et ça s'arrête en 88. Donc c'était vraiment cette idée de faire un outil promotionnel. Mais j'aimerais m'arrêter un petit peu sur ce monsieur qui s'appelle Masami Suda, qui vient pas de nulle part, qui a le challenge incroyable de devoir adapter le trait si particulier de Tetsuo Hara. Très compliqué, même l'animation, le mouvement sur le dessin de Hara. Sur des corps massifs comme ça. Ouais. Alors il vient pas de n'importe où, Masami Suda, c'est un mec qui a été formé dans un studio qui a été créé en 62, qui est Tatsunoko Productions. Tatsunoko qui est connu pour des séries absolument mythiques comme Cacherne, Tekkaman Blade, Yuriken Polymar et vraiment plein de séries qui ont marqué le Japon à l'époque. Et c'est un studio qui a été créé par 3 frères, les frères Yoshida. C'est ça. Et parmi eux, il y a Ippei Kuri, qui est le créateur notamment de Judo Boy, Kurenai Sanshiro. Judo Boy que tu apprécies particulièrement. C'est fantastique, c'est fantastique. Et tu auras Masami Suda qui va faire ses armes là-dessus. D'ailleurs, il postule là-bas et puis le mec, il a tellement du talent qu'ils lui disent tu vas devenir animateur, chef animateur de match Go qui est Speed Racer. Et il y a une adaptation par les sœurs Wachowski qui est sortie en
en 2008, qui est un film complètement fou sur Speed Racer, justement, le succès aux États-Unis là-bas, c'est dingue. Et puis Masami Suda, il travaille comme pas possible. Il a presque, il manque de mourir tellement il travaille pour ce studio. Alors, on le connaît pour faire des séries de baston, mais il a aussi fait plein de trucs un peu mignons aussi. Candy Candy, le générique, c'est lui. Et après avoir risqué sa vie tellement il a travaillé, il dit « Ok, bon, je vais me mettre indépendant et je vais ralentir, je vais faire du sport et je vais aller voir du côté de la Toei Animation. » La Toei Animation, ils arrivent, ils sont en train d'adapter Dr. Slump. Et Pas le même délire. Pas le même délire. Et puis là, il y a ce projet qui est l'animé Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, je parle de graphisme, mais c'est aussi un impact musical. On met lecture, il y a le générique, Aiwo Torimodose, ça veut dire ramène l'amour. Comme on disait, tu vois, tout de suite la thématique, c'est alors l'amour. Que visuellement, c'est pas l'amour qu'on ressent en premier. Non, c'est un choc. Donc c'est un Yuwa choc. Ouais, excellent. Et du coup, t'as Crystal King qui fait ce formidable générique qui devient culte. On a tous envie de le chanter au karaoké. Aiwo Torimodose, c'est le générique qui fait que tu rentres tout de suite dans l'animé. Mais nous, on n'a pas connu ce générique-là. Non, mais par contre, on a connu les musiques d'ambiance. Musique originale. Nozomi Aoki, qui est un des compositeur japonais dont les grands-parents étaient chrétiens. Et on raccroche sur le côté christique, parce que lui, il allait à l'église tous les dimanches. Nozomi Aoki ? Ouais. D'accord. Alors, c'est vrai, mais surtout, ces compositions sont très inspirées aussi par le cinéma. On a tout de suite, on entend les trompettes, les trucs un peu mélancoliques. C'est du Ennio Morricone, quoi. Ouais, donc on a vraiment cette ambiance façon, qui est folle. L'ambiance de Ken, c'est aussi du western moderne. Bien sûr, ça se regarde dans les yeux, c'est en plein désert. Le premier qui dégaine, il reçoit un coup de poing, quoi. Après, de toute façon, l'animé va, sur les 109 épisodes de la première série, il va convoquer tellement de noms qui vont être importants. C'est vrai. Je pense qu'on va pas... Non, on va pas se perdre là-dedans. Mais juste pour dire que ça a été la formation de tellement de grands noms de l'animation japonaise, cette série, que juste pour ça, elle serait importante. Même si elle était ratée, ce qui n'est pas le cas, elle serait importante juste pour ça. Alors moi j'ai une question. On parlait tout à l'heure de certaines polémiques suite à la parution dans le Jump. Qu'en est-il de l'animé au Japon d'abord? Après on va aborder le côté français. Déjà, l'animé, il est pas diffusé le matin. Ça arrive à donc il n'est pas pour les enfants. C'est presque un moment où tout le monde peut le regarder, donc non, c'est pas forcément que pour les enfants, mais c'est vrai que il y avait un détournement de cette violence graphique du manga par des idées des idées graphiques artistiques. Par exemple, quand il y a des implosions, on va pas dessiner des viscères, on va plutôt faire des ombres chinoises. Donc on va voir des ombres des personnages enflés et exploser. Ça détourne la violence graphique et ça propose quelque chose qui se faisait pas en fait. Mais qui reste quand même assez violent pour. Même le sang, qui reste violent, mais qui est atténué. On aurait pu quand ça explose, le sang, on va le voir où ça va sortir. Le sang va être sous un blanc luminescent, ou quand ça va être en plan large, il va être noir. Par contre, on va voir les gouttes de sang tomber sur le tueur. Ça n'hésite pas de ce côté-là. Voilà, on va essayer comme ça. Mais c'était une volonté même de Hara et Buronson qui voulaient pas que ce soit violent. Alors, ils ont fait un manga super violent, mais ils ont toujours râlé contre la violence des animés. Il y a une espèce de contradiction là-dessus. Ouais, qui était super violent, mais qui pensaient, eux, atténuer par un discours à l'intérieur du manga des situations qui sont quand même des fois tellement exagérées qu'elles deviennent rocambolesques, des angles de vue et des physiques tellement improbables. Là où dans le dessin animé, sur certains, comme on est dans la continuité graphique sur une scène d'animation, on a moins ces changements de physionomie qu'on peut avoir dans le manga où d'un seul coup il prend 5 mètres d'une page à l'autre. C'est vrai. Il y a ça aussi dans l'animé, mais déjà quand on parle des implosions, on pense que c'est hyper violent, mais en vérité ils voyaient ça presque les auteurs comme quelque chose un gag. C'est-à-dire que les personnages avant d'éclater, ils disent une phrase qui est incompréhensible, ça fait des espèces d'onomatopées qui sont des mélanges de mots qui seraient contractés pour pouvoir dire
Abeshi, par exemple. Abeshi, c'est crier « Ah !» et Beshi, c'est le bruit du coup de poing, par exemple. Donc, Shibebou, pareil. Ouais, exactement. Donc, il y a vraiment cette idée de faire quelque chose d'un peu comique dans les implosions. Alors, Et comique, aujourd'hui, excusez-moi, si tu te rends au Japon- messieurs, on arrive vraiment à la fin, et déjà, j'ai envie de dire, et on est obligé de dire qu'en France, on a eu une version unique au monde. Et des polémiques et des polémiques. Alors, on commence rapidement sur les polémiques. En France, Ken le survivant, c'est pas passé du tout aux yeux de tous. Ça a été très tout. Non, parce que ça a été diffusé parce qu'à l'époque, AB achète... sans même le savoir. Achète au kilomètre. Il achète les trucs, parce qu'il faut savoir que tu achètes un épisode complet d'un dessin animé japonais, ça te coûte moins cher que produire 1 minute d'un dessin animé en France. Donc le mec s'est dit, attends, vas-y, je vais en acheter plein. Surtout que ça cartonne. Hein. Là, pour le coup, les enfants, les premiers qu'ils ont achetés... peut-être en faisant attention, on cartonnait. Après, ils regardent même plus ce qu'ils achètent. T'as ton catalogue, tu sors combien de séries cette année ? Je prends tout. Hop, si t'en sors plus, je prends aussi. Tu vois, donc des fois, ils préachetaient des trucs. Et c'était confié à la société Sophie, c'est ceux qui faisaient le doublage français. Donc, ils doublaient du dessin animé japonais à l'appel. Il faut savoir que doubler du dessin animé japonais, ce sont des comédiens de doublage. Donc, c'est pas leur métier principal de faire du doublage. Et quand tu arrivais à faire du dessin animé japonais, c'était pas le prestige. Alors, c'était tout l'inverse. J'avais une discussion il y a quelques jours avec Éric Legrand, qui est un comédien et qui est également comédien de doublage et qui double certains personnages que l'on connaît parfaitement, comme Seiya ou Vegeta. Et il disait que c'était pas du tout bien vu. Ouais, c'est ce que je dis. Voilà, c'était fallait pas trop mettre ça en avant, parce que c'était... voilà. Et donc là arrive... pour résumer, les comédiens arrivent, ils ont une série à doubler. Puis ils voient la violence du truc. Et là, il y a un choc. Le directeur de plateau, Philippe Auguste, le comédien de doublage regretté Philippe Auguste. Oui, de Kenshiro, il voit ça, et il se dit ok, d'accord, c'est violent, c'est pas, je trouve pas ça beau. C'est du dessin animé japonais. Pour les enfants, parce qu'à l'époque, on nous dit ça, c'est pour les enfants. Ouais. Donc, il voit ça et il se dit, bon, ok, il voit un certain méchant qui ressemble à plus ou moins un nazi. Pour lui, c'est... Oui, parce qu'il y a des représentations des croix qui sont prises pour des croix gammées. Hein, oui. Ce n'est pas le cas. Je crois que ça n'en était pas. Hein. Non, ça n'en était pas. Mais par contre, il y a des uniformes qui rappellent des uniformes nazis, qui sont vraiment là pour le coup. Il n'y a pas trop de... Et c'est là le début du chantage, entre guillemets, où, la Sophie, Philippe Auguste, il dit on continue pas cette série, on ne double pas si on ne peut pas faire ce qu'on veut, hein, en termes de doublage. Donc, ça marche, ça passe au Club d'eau. Donc là, c'est fou quand même. On a donc des comédiens qui disent on ne fait pas la série sauf si on fait ce que l'on veut. Ouais. Alors, pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas Ken le survivant en version française, il y a des millions de best-of sur YouTube, enfin best-of entre guillemets, mais là on va assister à un truc incroyable qu'on a aussi pu constater sur Nicky Larson, hein, mais c'est vraiment encore plus poussé dans Ken. Parce que c'était encore plus cru. Enfin, l'image de Ken était encore plus crue, parce que dans City Hunter, tu avais des suggestions et c'était aussi moins de choses à censurer, notamment, et on se rendait moins compte. Quand il dit je t'emmène au restaurant végétarien au lieu de dire on va dans un hôtel, bon, voilà, le gamin, il comprend pas le truc, il n'y a pas de souci. Là, tu vois quand même des gens qui vont mourir. Tu peux pas, ouais. Tu peux pas lui dire vas-y, je t'emmène faire une balade. Même si des épisodes de 20 minutes pouvaient devenir un épisode d'une dizaine de minutes. Hein. C'était très ça a été censuré. Extrêmement censuré. Mais c'était encore extra violent. Et donc, suite à cette violence, malgré les doublages abracadabrants, et pourtant, juste une chose, j'aimerais faire un état des lieux. Pour moi, ils n'étaient pas ridicules, en fait, les doublages. Ce qu'il faut voir pour rendre honneur à cette équipe-là, c'est qu'on pense qu'on veut du doublage français, hein, et de l'esprit qu'il essaie de donner à la série. Mais sur le film de 86 qui a été doublé par la même équipe, il me semble. Hein, exactement. Ils ont fait un super boulot. Là, on leur a interdit de faire des blagues. Hein. On leur a dit, là, vous respectez le scénario. De bord, hein. Voilà. Le scénario. Et là, ils ont fait un super boulot. Excellent. Mais c'est d'excellents comédiens. Hein. Sauf que là, ils se sont lâchés, ils ont eu carte blanche. Je pense que tout le monde s'en foutait un peu de ce qu'on faisait là-dessus.
Et puis, ça va pas éviter, là, je pense que tout le monde va être d'accord, ça va pas éviter les polémiques de toute façon. Non, c'est ça. petite anecdote, avant qu'il tourne le doublage de Ken, Philippe Auguste disait bon, on va essayer de placer une petite tasse à café dans un discours qui a rien à voir. Et c'était leur jeu, d'essayer de faire presque de l'improvisation pendant les. Ah non, mais on a des jeux de mots complètement lunaires. Oui, On a des associations un peu cheloues des fois. Et après, bon, sur certains trucs, on a quand même des trucs qui sont des coups de génie. Qui sont repris par ailleurs dans une traduction où il y a par la suite. Oui, tu ne sais pas encore, mais tu es déjà mort, et une superbe interprétation. C'est la punchline dans la longueur ou autre, de Hokuto no Ken. et qui fait sens et qui marche bien. Et après, oui, alors il y en a d'autres qui sont plus malheureuses, d'autant plus Couteau de cuisine, maintenant. comme je disais tout à l'heure. Voilà. Danto de Vison. Ouais. Les temps sont durs, comme les œufs. Comme les œufs. Ouais. On arrive, alors à l'époque, ça a donné une dimension, enfin par l'époque, un souvenir culte nanardesque a été attribué à l'œuvre Hokuto no Ken, qui lui a donné une deuxième naissance quand tous ces gamins qui le regardaient sans comprendre toutes ces blagues les ont revus avec le début d'Internet. Tu parles de nous, là. De nous, nous, quand on a revu ces trucs et qu'on a compris à quel point c'était what the fuck, moi personnellement, j'ai adhéré à ce côté what the fuck avant plus tard de voir la version japonaise et me dire je voyais pas le ridicule. C'est ce que je disais, le constat il est là. Dedans, moi. Et je trouvais ça, mais je kiffais en fait. Et même les voix, alors ben, je trouvais, c'est Philippe Auguste qui fait de nombreuses. On les revoyait aussi pareil sur Nicky Larson. Voilà, il y avait un truc, il y avait Mamute. donc c'était quelque chose pour moi en fait, c'était intégré à Hokuto no Ken. Alors aujourd'hui, évidemment, maintenant qu'on connaît la VO, et les gens l'ont découvert d'abord en VO, etc. Et quel VO ? Et quel VO ? Comédien de doublage, les seiyuu japonais, Akira Kamiya qui interprète Kenshiro, qui était déjà connu dans son rôle dans Kinnikuman, qui jouait déjà un mec musclé. Avec déjà des nazis, Ouais, Muscleman en français. Et il joue ici, il interprète Ryo Saiba, Nicky Larson. C'est un comédien de doublage absolument incroyable. Et d'ailleurs, il prête plus sa voix pour Kenshiro dans toutes les nouvelles adaptations. Et ça, c'est un petit peu dommage. Apparemment, il coûterait trop cher. Alors, c'est la petite rumeur. Mais il n'y avait pas que lui aussi dans cette adaptation animée en VO. Vous pouvez retrouver Toshio Furukawa, le mec qui fait la voix de Piccolo, qui est la voix de Shin, son grand méchant. On a Ryo Horikawa, le Vegeta, qui interprète Kenshiro quand il est enfant. Et on peut faire une liste énorme. Bien sûr. Voilà. L'animé, c'est honnêtement, quand j'ai préparé cette émission, parce que là, on est à la fin de l'émission, je me disais, il y a deux choix. On passe un grand moment sur l'animé, sur les polémiques, etc., où on essaye d'offrir aux gens qui connaissent ou qui connaissent pas, un petit peu un verbatim de comment s'est créée l'œuvre et avec qui. Et je trouve que vous avez superbement bien réussi à retranscrire votre passion. Et on a quand même évoqué l'animé, mais de manière plus courte, et j'ai envie de dire, tant mieux. Donc, messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. J'ai du mal, dis donc. Si vous n'avez jamais regardé Hokuto no Ken, allez-y, regardez, en VF ou en VO. Et si vous n'avez jamais lu, allez-y également. On se retrouve dans un prochain épisode de Dans la légende.